L'Afrique, c'est 30,37 millions de kilomètres carrés. Contrairement aux cartes du monde qui la représentent en dimension réduite, l'Afrique, c'est plus que l'Europe tout entière, la Chine et les États-Unis d'Amérique réunis. L'Afrique, c'est 60% de terres arables, 90% de la réserve mondiale de matières premières, 40% de réserves d'or, 33% de réserves de diamants. L'Afrique, c'est aussi du manganèse, du fer, du bois, etc. L'Afrique, c'est 17% de la population mondiale, soit 1,3 milliard d'habitants, avec en passant une population très jeune, se chiffrant à 41% des moins de 15 ans. Mais au-delà de tous ces chiffres mirobolants, l'Afrique, c'est aussi l'esclavage et la colonisation qui ont réussi à ternir toute lueur de développement, faisant jaillir par cette même occasion une vague de spéculations les plus humiliantes les unes que les autres. Et si le géant pouvait renaître de ses cendres, l'Afrique ne peut-elle pas constituer l'espoir d'un monde industriel en course vers la ruine? Doit-on voir le sous-développement africain comme une fatalité ou comme une étape vers un lendemain meilleur? Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission spéciale de ce jour. Pour répondre à nos questions, nous recevons un panafricaniste d'action, stratège politique, le professeur Patrick Armand-Pognon. Depuis le studio Augustine, Ananato Adamant Delomé, c'est parti, mesdames et messieurs, après ceci. Afrique Stratégie. Afrique Stratégie. Une émission 100% africaine. Politique, diplomatie, tactique, consulting, l'art de la gestion. Avec le stratège par excellence, le coach Patrick Armand-Pognon. Professeur Pognon, bonjour. Bonjour. Zoumenou Donatien vit au Togo. Il est titulaire d'une licence professionnelle en gestion de production végétale et semencière. Il est attaché de cabinet du président mondial de l'association Fiat Monde, chef scout et coach. Mustapha Abdelwali vit au Bénin. Il est biologiste médical, secrétaire général des biologistes médicaux du Borgou, président de la GCI Ndali Fieri. Comme vous le savez, ils font tous bien de moi, coach Pognon. Quel est votre message pour eux? Je voudrais déjà leur rappeler combien nous les aimons, combien ils sont importants, et leur dire que Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Tout Miséricordieux, fera sentir dans tous les domaines de leur vie combien il est puissant et fort au cours de cette année qui commence dans leur vie. Oui, la vraie année de chacun commence le jour de son anniversaire. Vous saurez que Dieu est Dieu. À compter de maintenant, observez, regardez et surtout célébrez. Célébrez parce que dans la célébration, il y a comme une acceptation, il y a comme une intronisation des bénédictions dans notre vie. Célébrez et vous verrez la gloire de Dieu. Alors, que représente l'Afrique pour vous? Ah, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, le berceau des civilisations, le berceau des savoirs. C'est le berceau de tout, le berceau de l'humanité, le berceau des civilisations et le berceau des savoirs. Et je voudrais ajouter l'avenir de l'humanité. Alors, pourquoi dit coach Pognon, professeur Pognon, pourquoi dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Ah, parce que les premiers hommes sont tous issus de l'Afrique. Les premiers hommes sont nés en Afrique. Si on prend les preuves que nous avons déjà, nous avons 200 000 ans avant toute autre race, il y avait des Africains. 200 000 ans avant toute autre race, il y avait des Africains. Donc à partir de cet instant, on peut dire que l'ancêtre de l'humanité est africain. Et des études toutes récentes montrent que l'ancêtre des Anglais est africain. Donc bref, il y a toute une série d'études. Mais quand je dis études, il y a d'autres soupçons qui ne sont pas encore révélés, qui situent encore le premier être africain à 700 000 ans avant Jésus-Christ. Donc vous comprenez que nous sommes l'ancêtre de toute race. Vous savez, Dieu n'a pas créé deux fois. Aucune religion ne dit que Dieu a créé deux fois l'homme. Ça veut dire que c'est les premiers qui ont donné naissance aux autres. Et les autres ne sont que les conséquences des températures, des changements climatiques et autres qu'il y a dans leur zone. Donc bref, nous sommes l'ancêtre de toute race. Nous sommes le grand-père de toute race. Donc il n'y a personne au monde qui ne soit pas d'origine africaine. C'est pourquoi on peut dire avec assurance aujourd'hui, prouvé par la science, que l'Afrique est le berceau de l'humanité. En quoi l'Afrique est le berceau des civilisations quand les colons disent qu'ils sont venus civiliser l'Afrique? Oui, vous savez, c'est une façon de parler. Si le chasseur raconte l'histoire de la chasse, il a le bon rôle. Si c'était les animaux qui devaient raconter l'histoire de la chasse, ils auraient le bon rôle. Mais retenez simplement que lorsque les civilisations égyptiennes, les civilisations éthiopiennes, les civilisations du Soudan, du Mali, les civilisations du Ghana existaient, les peuples dont on parle n'existaient même pas avant d'avoir une civilisation. Donc, à partir de cet instant, on ne peut pas dire que les gens ont
des civilisations avant nous, lorsqu'ils n'existaient même pas, lorsque les civilisations ont existé. Donc, le berceau des civilisations. Ensuite, quand vous prenez les civilisations qu'on veut nous imposer, ce n'est qu'une mauvaise copie des civilisations africaines. Je vous donne un exemple très simple. On nous a amené la soi-disant démocratie avec un président qui doit changer tous les 5 ans. Et au même moment, vous voyez qu'en Grande-Bretagne, ils ont une reine qui ne change pas. Autrement dit, ils ont pris les notes, ils ont implanté chez eux et ils nous ont amené la mauvaise copie qui fait que tous les 5 ans, nous nous bagarrons, nous nous tuons pour élire un roi. Vous savez, dans la civilisation africaine, le roi est une personne intronisée qui, pendant 5 ans, a eu un droit de vie et de mort sur les autres. Il n'est pas admis que de son vivant, il puisse être relevé de ses fonctions. Voilà pourquoi nous avons, dans notre intelligence infinie, décidé que celui qui a le trône va garder le trône jusqu'à sa mort. Et après sa mort, on a déjà préalablement choisi celui qui va lui succéder. Vous allez en Arabie Saoudite, on fait la démocratie africaine. Vous allez, même en France et autres là, avant qu'on ne change les choses pour créer cette pagaille qu'on nous a fait hériter, tout ça là, la civilisation africaine. Vous connaissez par exemple, on va vous dire que la civilisation grecque est la première civilisation européenne. Mais sachez qu'il n'y avait pas de civilisation grecque lorsqu'il y avait une civilisation égyptienne. Et sachez une chose, c'est les morts actuels de Mauritanie qui sont allés civiliser les Grecs, qui en leur tour, avec l'aide des morts de Mauritanie, sont allés civiliser chaque peuple d'Europe. À partir de cet instant, ne venez pas me dire que c'est les Européens qui vont venir nous civiliser. Bien au contraire, nous les avons apporté la civilisation, et après avoir apporté la civilisation, vous allez constater que dans les années 1400, je crois, 1442, ils ont chassé les morts de Mauritanie, qui, en les regardant, se rendent compte qu'ils ont les civilisateurs qui sont présents, d'où la création de l'État de Mauritanie, qui n'existait pas, mais qui est une création de ceux-là qui sont allés civiliser l'Europe et qui, à leur retour, ont créé la Mauritanie. L'Afrique est le berceau des savoirs, vous venez juste de le dire. Est-ce que ce n'est pas absurde? Si vous savez qu'en l'an 1200, aucun Français n'a été à l'école, vous comprenez que nous sommes vraiment le berceau des savoirs. C'est-à-dire, en réalité, je vais vous dire ceci. Vous savez, on nous a fait quoi? Actuellement, en Afrique francophone, nous sommes à l'école de Jules Ferry. C'est une aberration. C'est pas possible que le grand-père de Jules Ferry ait été à l'école en 1200, alors que 17 000 ans avant Jésus-Christ, nous on était encore, nos ancêtres sont à l'école et à l'université, et qu'on vienne nous dire que c'est les écoles de Jules Ferry. Résultat, vous avez une aberration où nous avons un système éducatif bizarre, où on vend des livres dont les enfants n'ont pas besoin. Je vous donne un exemple très simple. J'ai eu des étudiants qui faisaient 3 heures d'anglais par jour. Ils ont fait 480 heures d'anglais. Et ils étudiaient beaucoup de livres d'anglais. Au bout de 9 mois de formation, près de 480 heures d'anglais, la plupart ne parlaient pas anglais. Ceux qui parlent anglais sont ceux qui parlaient anglais avant d'arriver dans la formation. Pourquoi? Parce que cette bêtise de lire des livres, d'étudier des livres, de faire ceci, ça a servi à quoi? Et quels livres? Des livres qui n'ont rien à voir avec la richesse de l'Afrique. Où sont les livres de Cheikh Anta Diop qui sont au programme en Afrique? Où sont les livres d'Ampatou Ampateba qui sont au programme en Afrique? Nous continuons d'étudier des livres des descendants de personnes que nous on a civilisées, à qui on a apporté les savoirs. Quand on parle de savoir, on parle de quoi? On parle d'éducation, on parle de médecine, on parle de technologie, on parle d'architecture, on parle de ceci. Tout ça là est parti de l'Afrique. Jusqu'à l'heure où je vous parle, la médecine que détiennent les Dogons du Mali, il n'y a aucune médecine moderne qui peut les égaler. Lorsqu'on dit qu'on a échoué, on a échoué dans ceci ou cela, c'est en ce moment que la médecine africaine, qui est le berceau des savoirs, vient au secours. Vous voulez vous dire ceci. Vous avez entendu l'histoire de Gourou. Gourou avait une tuberculose osseuse. Allez me trouver qui va guérir tuberculose osseuse dans la médecine moderne. Mais il est allé au Burkina, où un guérisseur l'a guéri. Et moi, ce que je me demande souvent, c'est est-ce que les ministres de la Santé entendent les mêmes choses que nous? Et si oui, pourquoi ne créons-nous pas des départements de recherche pour moderniser ces choses, pour les utiliser? Je vais aller plus loin. On va vous dire que nous parlons de guerre, on va vous dire que nous ne sommes pas équipés en armement. Oui, nous ne sommes pas équipés en leur armement. Mais demandez aux Français, avec quoi le roi Kaba, le roi Bianzin, le roi Tofa les humiliait au Bénin. Demandez-leur, ils vont vous dire, nous avons plus de technologie qu'eux. Seulement, nous avons endormi les nôtres pour laisser les mauvaises copies dominer le monde. Alors, si tout ce que vous dites est vrai, pourquoi nous sommes aussi éloignés? Pourquoi nous sommes aussi... Oui, parce qu'ils ont réussi quelque chose. Ils ont réussi à nous acculturer. Ils ont réussi à nous éloigner de nos richesses. Je vous donne des exemples très simples. On dit
que les statuettes que utilisaient nos parents sont diaboliques. Résultat, nos parents les ont abandonnés. Et où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Ils sont dans les musées du Vatican. Est-ce que quelque chose de diabolique va au Vatican? Ils sont dans les musées de France. Et ils aiment les choses diaboliques. Je vais vous expliquer. Lorsque quelqu'un croit que telle chose le sauve, ça le sauve pour la simple raison que le cerveau ne fait pas enquête. Il n'a pas de détective privé. Alors si vous lui faites croire que vous êtes protégé par quelque chose, il vous protège parce qu'il croit en ça. Je vais aller plus loin, vous allez comprendre. Voilà une dame qui veut faire l'amour avec son mari. Et le mari lui dit, viens, on va faire l'amour. Elle dit non. Je suis fatigué. Le mari dit, j'ai un défatigant. Il donne, la dame boit et ils font copieusement l'amour. Quand ils finissent, la dame dit, ton produit marche très bien. Tu vas me donner quand je suis fatigué au boulot, je vais prendre. Le monsieur dit d'accord. Le lendemain, balai, la boîte tombe, c'est des bonbons. Elle a pris bonbons, mais elle a eu l'effet d'un défatigant. En médecine, on appelle ça l'effet placebo. C'est la même chose. Ces statuettes avaient pour effet placebo. Les parents y croyaient et comme ils y croyaient, ça marchait. Alors, ils se sont dit, tant qu'on ne va pas leur prendre ça, on ne peut pas les vaincre parce qu'ils y croient et ça leur donne de la force, ça leur donne de la puissance. Voilà pourquoi on nous a menti. On a pris ça pour aller décorer leur musée à eux. Bref, il y a plein de choses comme ça. Demandez-leur pourquoi ils ont été tout le temps humiliés par le roi Kaba. Ils ont été humiliés par le roi Béhanzé malgré tous leurs arsenaux de guerre et ils vous diront qu'en réalité, nous avons les meilleures technologies. Donc, nous avons abandonné. D'abord, parce que le système éducatif bizarre, bête et idiot qu'on nous a mis d'abrutissement. Oui, c'est deux processus d'abrutissement. On va à l'école intelligent, on sort abruti. Prenez quelqu'un qui a le bac, mettez-le à l'université. Avant d'avoir le bac, il avait plein de bonnes idées. Il va à l'université, il sort avec « je vais aller à la fonction publique ». C'est la seule chose qu'on sort de là-bas. Allez voir comment les étudiants souffrent à l'université pour manger. Regardez-les comment ils font le tour des soutenances pour ramasser le reste des pains pour pouvoir aller manger. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à travailler comme nos parents savaient le faire, à produire au champ, à cultiver leur champ pour pouvoir s'en sortir. Donc, on nous a amené un système éducatif d'abrutissement et nous continuons d'abrutir nos enfants avec ce système éducatif. La dernière fois, mon enfant de 7 ans est allé à l'église et le prêtre lui dit, comme je suis votre berger, il dit à tout le monde, comme je suis votre berger, et il continue. À la fin, l'enfant dit, je veux le voir avant de partir à la maison. On fait rencontrer le prêtre. Il dit, faut plus jamais dire que tu es notre berger, parce que nous ne sommes pas des moutons. Oui, nous on ne le dit pas, parce qu'on est abruti par l'école, on est abruti par le système éducatif, on est abruti par la religion. Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un vient pour vous dire que Dieu vous a dit d'insulter vos parents diaboliques, de traiter mal vos parents? Or, dans la même Bible, dans le même Coran, il est écrit que vous devez honorer vos pères et mères. Et nous avons accepté l'abrutissement des gens sans aller lire nous-mêmes la Bible et le Coran pour voir ce qui est réellement dit là-bas. Donc bref, ce système d'abrutissement qu'on nous a amené nous a vraiment abrutis. C'est pourquoi, Africains abrutis, nous ne réussissons rien. Il va falloir qu'on crée une autre acculturation pour revenir aux racines de l'Afrique, aux origines de l'Afrique, aux réalités de l'Afrique pour gagner et dominer le monde. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour renouer avec notre passé glorieux? Nous pouvons faire comme Barack Obama, qui un beau matin s'est dit ça suffit. Il est petit enfant d'un esclave, il est père d'un monsieur pauvre, et un beau matin, il a dit ça suffit. Il a pris les choses en main. Il faut que l'Africain dise ça suffit. Ça suffit, demande que nous puissions aller apprendre. Et si nous apprenons, que nous puissions appliquer. Tant que nous allons rester abrutis comme l'école nous a fait et ne pas apprendre, nous serons derrière. Vous prenez par exemple Steve Jobs. Si Steve Jobs avait accepté d'être abruti à l'université, il n'aurait jamais réussi financièrement. Si Bill Gates avait accepté d'être abruti, Bill Gates dit, j'ai été à l'école, j'ai échoué à tous les examens. Mon camarade qui a réussi à tous les examens est aujourd'hui mon employé. Si il avait réussi à l'école, il serait un abruti comme la plupart d'entre nous. Bref, il va falloir que nous mettons fin à ce système d'abrutissement. Je salue déjà l'initiative au Bénin qui consiste à ce qu'après le bac, les enfants apprennent d'abord un métier de maçon, un métier d'électricien, un métier de plombier. Et quand ils vont vouloir continuer dans le système d'abrutissement, libre à eux maintenant de continuer à s'abrutir. Mais pour le moment, le gouvernement dit, les 2 premières années après le bac, il faut lui apprendre un job, il faut lui apprendre un métier. Voilà, de la même manière, il faut rester chrétien, je suis d'accord, rester musulman, je suis d'accord, mais attention à ne pas être abruti dedans. Il faut, quand
quand on m'a parlé, que j'utilise mon libre arbitre pour analyser, penser, cogiter. Et dans ce sens, il y a beaucoup d'autres choses. Je vous donne un exemple très simple. Prenez l'Union africaine. Oui, au lieu de faire des sommets inutiles, nous devons penser communication, moyens de communication. Je vous donne des exemples très simples. Comment aujourd'hui, nous pouvons, en voulant avoir de l'information, capter RFI, capter France 24 en Afrique. Pour avoir des informations sur l'Afrique, on capte RFI, on capte France 24. Qu'est-ce qui empêche l'Union africaine, la CEDEAO, de créer une radio africaine, une télévision africaine, dont les correspondants sont les rédacteurs en chef des radios et télévisions nationales d'Afrique, qui apportent l'information officielle et on recense tout ça pour nous faire le journal. Mais on est toujours en train de courir des RFI, un instrument de pouvoir de la France qui fait ce qu'elle veut de nous avec l'information qu'il nous donne. Celui qui a la bonne information a le pouvoir. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Les livres au programme sont des livres de qui? Fabriqués où? Il va falloir qu'on pense à ça. Aux panafricanistes qui veulent tout le temps parler de CFA. CFA qui a moins de problèmes que de solutions. Pensons à ces livres qu'on continue de nous envoyer. Les livres de Victor Hugo. Il est mort, il dort quelque part. Ben c'est lui qu'on va continuer par enseigner. Molière, tout ça. Ces livres-là, non seulement n'ont rien à voir avec nos réalités, sont fabriqués en Europe et on nous envoie ça et on abrutit nos enfants avec ça. Il va falloir que nous pensons à ces choses concrètes de tout de suite. Faisons en sorte de corriger le système éducatif. Faisons en sorte de faire nos religions, mais la tête bien sur nos épaules. Écoutez, analysez, pensez avant d'accepter. Si nous pouvons faire ça, nous allons sortir l'Afrique du carcan dans lequel on l'a mis. Quelle exhortation à l'endroit de l'Afrique? Je voudrais dire à tout Africain, la décolonisation commence à la maison. La décolonisation commence à la maison. Lorsque votre enfant a le courage de dire « je ne suis pas d'accord avec le système éducatif », dites-lui « tu as raison, mais on va s'accommoder et voir ce qu'on peut tirer dedans pour avancer ». Mais ne lui dites pas qu'il a tort. Ne lui dites pas qu'il doit être premier en classe. Donc, dites-lui, va à l'école, fais ce que tu dois faire. Et surtout, montre à tout le monde que tu es le plus intelligent. Mais ne lui dites pas qu'être premier à l'école garantit la réussite de vie. Parce que c'est pas vrai. Les premiers à l'école sont tous au chômage aujourd'hui. Donc, bref, nous devons commencer dès la maison à décoloniser le cerveau de l'enfant. À ne pas accepter de dire à nos enfants que nos parents, leurs grands-parents sont diaboliques. Ne pas accepter de dire à nos enfants que tout ce que les autres nous ont amenés sont bons et pour nous est mauvais. Il faut dire aux enfants qu'un ballon de couleur noire vole aussi haut qu'un ballon de couleur blanche. Dites à nos enfants qu'ils ont la même intelligence que qui que ce soit. Dites à nos enfants qui sont les descendants de Soundiata Keita, qui sont les descendants de Kwame Nkrumah, de Nelson Mandela, de Houphouët-Boigny, de Radoma Bongo, de Patrice Lumumba, de Thomas Sankara. Parlez-leur de ceux-là et non de l'histoire bizarre qu'on nous enseigne à l'école. Fabriquez des livres vous-même, fabriquez des légendes, parlez-leur de Béanzé, de Kaba, de Biokera, parlez-leur de Tchaka Zulu, parlez-leur de l'Afrique qui gagne. Et surtout, ne leur faites pas croire que c'est en étudiant en Europe et aux États-Unis qu'on réussit sa vie. C'est faux, archi faux. Ne leur faites pas croire que c'est en étant en Europe et aux États-Unis qu'on peut réussir sa vie. C'est archi faux. Covid nous a montré qu'il est mieux de rester en Afrique qu'en Europe et aux États-Unis. En Afrique, non, pas vraiment Covid. Nous avons quelques cas qu'on met sur le dos de Covid pour avoir financement. Mais on n'a pas réellement Covid. Eux, ils ont Covid qui chicotent correctement là-bas. Alors dites à nos enfants que l'Afrique est de retour et que ça va chauffer. Alors, professeur Pouillon, le président Patrice Talon a respecté la tradition de tous nos dirigeants. Alors, qu'est-ce que vous retenez principalement de son discours d'investiture? Je retiens qu'il sera le président de tous les Béninois, avec pour devise liberté, démocratie, bonne gouvernance et pour finalité développement et social. Donc, si le président Patrice Talon peut faire ce qu'il a dit, même 20% de ce qu'il a dit, le Bénin sera sauvé. Être le père de la nation, le président de tous les Béninois, avec pour devise la liberté, la démocratie, la bonne gouvernance et pour finalité le développement et le social. Je crois que personne ne rêve d'autre chose que ça au Bénin. Parlez-nous de la formation de leadership et patronat en cours. C'est une belle formation. De toutes les façons, je vais vous dire une chose. Notre organisation ne sera pas la même après cette formation. Et au sommet mondial prochain, vous sentirez le leadership de notre organisation, des membres de notre organisation, des ambassadeurs de développement. Chacun a appris à être un leader et Dieu fera un tri naturel par rapport à ceux qui veulent apprendre, appliquer et réussir et ceux qui s'entêtent à ne pas appliquer. Dans tous les cas, notre organisation ne sera plus la même après cette formation. Professeur Pouillon, votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est de dire à tous ceux qui m'écoutent,
L'Afrique doit gagner maintenant et tout de suite. Maintenant, il revient à chaque Africain de décider s'il veut être dans le groupe qui gagne ou dans le groupe qui perd. Dans tous les cas, l'Afrique est de retour et on va sentir l'Afrique. Non pas dans la victoire sur le Covid, mais dans la victoire à tout point de vue. Nous gagnerons certainement. Merci, professeur. Merci.